Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce débat en ligne consacré au film Papa s'en va de la cinéaste Pauline Horowitz, que je remercie pour avoir accepté de participer à ce débat, mais aussi pour son formidable film, plein d'humour tout en étant si réfléchi, l'un n'empêchant pas l'autre. Et je remercie la présence de Jacques Horowitz, le protagoniste du film. Alors, pour les spectateurs, toujours la même chose. Vous pouvez poser vos questions en allant sur la petite main bleue, vous appuyez dessus et comme ça, on vous donne la parole. Ou alors en rédigeant votre question en allant sur l'icône Q&A en bas de votre écran. Le débat avec Pauline Horowitz et Jacques Horowitz est animé par Martine Markovitz, membre du comité de sélection et du festival. Un grand merci à tous les trois et je vous cède sans tarder la parole. À toi, Martine. Merci Laurent. C'est mon micro, ouais. Bon. C'est parfait. Alors, à nouveau des remerciements pour le film, pour votre présence à tous les deux. C'est une grande joie de vous accueillir. C'était inattendu pour moi après des années à regarder les courts-métrages de Pauline et ça fait longtemps que je suis ton travail. Et donc, c'est un grand plaisir de vous accueillir pour un sujet grave, parce que il s'agit d'un moment de la vie qui apparaît dans le film comme le début de la fin. La fin du film nous fait un peu changer d'avis, mais c'est quand même un moment important dans la vie de s'arrêter, d'arrêter une activité à laquelle on a consacré tout son temps. Et le fait de situer cette histoire au cœur de la famille et, pour utiliser un terme très pompeux, des structures de la parenté, qui fait qu'on rejoint Jean Rouch par la marge, lui qui, je crois que c'est lui, mais je ne suis pas sûre, en tout cas les ethnologues ont parfois se sont servis de cette notion de parenté à plaisanterie, et dans la manière dont l'humour circule dans tes films, Pauline, au cœur de la famille, il y a vraiment une manière d'envisager les lois, les normes qui passent par la plaisanterie, l'humour, la distance et l'écart. Alors, ce que je voulais te demander, c'est tout bête, c'est comme pour tous les films. C'est difficile de te demander depuis combien de temps tu as travaillé sur ce film, parce qu'évidemment, c'est toute une vie de proximité entre vous deux. Mais bon, il y a bien eu un moment où il a fallu écrire le film et le tourner ou le monter. Donc, ça serait la première question. Comment ça s'est fabriqué? Et puis, je suppose que le professeur Horowitz peut intervenir à tout moment s'il le souhaite dans ce développement. Donc, à toi. En fait, c'est drôle, c'est un film de commande à la base, de commande de mon père, qui, quand il est parti à la retraite, je me rappelle, c'était pendant l'année 2016, c'était la dernière année de travail à l'hôpital, et mon père m'a dit je vais prendre ma retraite là, dans un an, l'hôpital va me mettre va me demander d'arrêter, ça pourrait faire un film pour toi. Et notamment, mon père m'avait demandé de venir filmer les pots de départ, en pensant vraiment que là, je tenais un sujet. Et donc, il faut que je te dise, Martine, je me disais, mais la retraite, qui s'intéresse? Personne. Je pensais vraiment que c'était le sujet le moins sexy, le moins croustillant possible. Et je me suis dit que, enfin, j'ai voulu faire, papa, excuse-moi, je ne veux pas te vexer, mais je pensais te faire plaisir. Et donc, en gros, je faisais semblant de faire un film, parce que d'une certaine façon, ça a commencé comme ça, où en gros, mon père, où je me disais que ça allait moralement, en gros, comme avec mon père, on faisait ce travail
comédie documentaire, on va dire, depuis une dizaine d'années, je me suis dit, bon, continuons à faire semblant avec cette histoire de retraite, ça va lui remonter le moral et ça va, enfin voilà, ça va. Mais j'y croyais pas du tout au départ, vraiment. Et, Pauline, et en fait, c'est quand même toi qui m'as dit un jour, est-ce que tu seras capable de jouer si je te donne un texte, etc. Donc, oui, l'idée, c'est comme ça qu'il est parti. Hein. Je me suis dit, je vais partir à la retraite, je vais faire du théâtre, ça va me donner, je vais avoir des occupations. Mais comment dire, l'idée de départ, tu m'as dit, est-ce que tu as des idées? Ben, je t'ai dit, ben, la seule chose qui va m'arriver maintenant, c'est la retraite. Si tu me demandes quel va être le prochain sujet, je vais te dire, on va filmer la concession au cimetière, l'achat de la concession, et il y aura, ça se terminera par l'enterrement, quoi. Voilà, puisque c'est comme, d'ailleurs, c'est drôle parce que ce que je dis dans le film est tout à fait vrai. Hein. J'ai découvert que c'est là qu'on m'a fait penser à la mort, c'est-à-dire quand le monsieur de l'assurance m'a dit, est-ce que vous avez pris votre assurance obsèque? Alors que je ne pensais pas du tout à mes obsèques jusqu'à ce jour-là. Et donc, c'est un peu aussi toi qui m'a donné un peu l'idée de te dire pourquoi pas un sujet sur la retraite. Moi, dans mon souvenir, au départ, tu m'as dit, viens filmer mon pot de départ, ça pourrait faire un sujet pour toi. Oui, ça c'est vrai. Et puis J'y suis surtout, vraiment allée sans aucune conviction, je dois dire. Et après, par contre, j'ai entendu parler de tes projets de cours Florent qui m'ont, je l'avoue, beaucoup inquiétée. J'étais terrifiée à l'idée que tu te retrouves au milieu des comédiens un peu, pauvre. on appelle ça les minés, les minettes, tout le côté, les beaux gosses, très contents d'eux, qui j'imaginais allaient être pas du tout sympa avec un jeune retraité comme toi. Donc j'avais beaucoup d'appréhension. Et, et en même temps, pour répondre à la question de Martine, je me suis dit, c'est vraiment une situation comme dans la partie avec c'est Peter Sellers, c'est ça, ce vieux film des années 70. Je me suis dit qu'il fallait vraiment y aller avec toi, papa. Voilà. Et puis c'est comme ça, Martine, que j'ai commencé à écrire le film. Donc bien après le 2016, ça devait être en 2018, mais j'avais commencé à filmer au long cours justement le pot de départ à la retraite, le vidage du bureau, voilà. Enfin, tout s'est fait un peu en même temps en fait. Bon, évidemment avec un personnage que je connaissais par cœur, donc c'est plus facile que d'y aller comme ça. Est-ce que c'est plus facile? Ben, ce qui est plus facile en fait, et pour moi c'est ça l'intérêt de filmer quelqu'un de proche, c'est qu'on le connaît très bien et qu'on connaît l'arrière-plan. Donc en fait, et surtout qu'on a un rapport de proximité qui fait qu'on n'est pas, je m'excuse de dire ça, mais dans cette espèce de très grand respect qui fait qu'avec des gens qu'on ne connaît pas, non seulement on ne sait pas quel est leur monde, ce qui ne veut pas dire qu'on va le dévoiler, mais cette connaissance, elle est très précieuse, je trouve, pour, je sais pas, pour entrer en relation, filmer, savoir vers quoi on va. Et en plus, pour avoir, je sais pas, une espèce de complicité qui n'est pas facile avec des gens qu'on ne connaît pas du tout et qui, voilà, et qui est au service du film. Hein. Tout ça, c'est pas du tout pour une question d'expérience humaine ou quoi que ce soit. Ou, c'est plus. En fait, en gros, je connaissais mon père et papa te vexe pas, mais je savais qu'en gros, c'était un peu une sorte de professeur tournesol. Pas vraiment, te vexe pas, mais bon. Et que ça pouvait être très chouette ce qui allait se passer au cours Florent et que c'était quelqu'un d'assez solide pour pas du tout être en danger moralement ou émotionnellement dans ce genre de circonstances. Et que ça allait être propice à un tas de situations en fait de comédie ou pas, parce que pour tout dire, j'imaginais que ça allait être un grand psychodrame et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ah non, mais moi je me suis fait plaisir, hein. Moi il n'y a pas de problème. J'ai très bien, j'ai beaucoup apprécié ces stages de théâtre. Moi j'y suis allé comme un vrai étudiant, hein. J'ai fait que ça. J'ai suivi les cours, je prenais des notes quand il fallait. Je suis passé de l'autre côté de la barrière, moi qui ai enseigné pendant longtemps. Là, je suis passé de l'autre côté de la barrière, j'écoutais les professeurs, je répétais, enfin, je faisais tout ce qu'il fallait. Hein. Et moi, par contre, Madame Markovitz, par rapport au scénario, j'ai découvert le film avec le public. Je ne savais pas du tout ce qu'il y aurait dedans. J'avais aucune idée de ce qu'elle allait mettre. Je savais qu'elle m'avait filmé, mais je n'avais aucune idée du film. Je l'ai découvert avec le public, le film. Hein. Ça a été une surprise, donc j'avais un petit peu peur quand même. Voilà, c'est pour compléter la réponse de Pauline. Mais pour moi, je n'ai pas vécu du tout le fait d'aller suivre des cours comme une situation de danger. J'y suis allé en me disant ça va me faire plaisir. Et d'ailleurs, au cours Florent, c'est très bien. J'invite tous les gens de mon âge d'y aller. Hein. Il y avait des, comment dire, j'étais même pas le plus âgé, je peux vous dire, au premier séminaire. Il y a des gens qui étaient
je crois qu'il y a des gens qui étaient plus âgés que moi, donc je n'étais pas le plus âgé. Et ils avaient fait un groupe, d'ailleurs, des plus de 50 ans, donc on était tous à peu près dans disons, une tranche d'âge qui était raisonnable. Par contre, dans le deuxième stage, on était avec des jeunes, mais ça m'a beaucoup plu aussi, d'être avec des petits ados, des petits jeunes, etc. C'était très intéressant quand même, hein. Mais il y a une sorte de paradoxe parce que pour le spectateur, vous apparaissez comme quelqu'un d'extrêmement réservé, extrêmement sérieux, avec un métier qui impressionne, on est très intimidé. Et ce qui se passe sur scène devient cocasse par cet écart entre les rôles et les situations. Et je trouve que ça provoque vraiment le rire d'une façon délicieuse parce qu'on ne s'attend pas du tout à cette légèreté. Mais c'est ce que les enseignants nous ont dit. Les enseignants nous ont dit, quand on est au théâtre, on a le droit de faire tout ce qu'on veut puisqu'on est quelqu'un d'autre. Donc, à partir du moment où moi j'étais derrière la caméra, j'étais plus le soignant, j'étais quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai essayé de me mettre dans la peau de ce qu'on me demandait d'être ou devenir quelqu'un d'autre. Pour l'instant, j'ai encore, comme je disais, comme je dis dans le film, le lâcher prise, c'est mon problème, hein. Ça, j'y arriverai jamais. Et je disais il n'y a pas longtemps, il faut peut-être que je fume des joints pour essayer de lâcher prise parce que sans les joints, je ne vais pas y arriver. C'est très compliqué, hein. Ils n'arrêtent pas de nous dire ça tout le temps, lâcher prise, mais c'est pas facile du tout, hein. Non. Moi, je me suis toujours contrôlé, donc c'est sûr que c'est difficile. Mais par exemple, vous ne saviez pas que dans les scènes qui seraient montées dans le film, il y aurait les cours de théâtre ou... Si, Oui. je m'en doutais qu'elle serait dedans, si vous voulez, puisqu'elle m'a filmé. Je ne sais pas combien d'heures de roche Pauline a sur moi, mais elle doit en avoir plusieurs dizaines ou plusieurs centaines, je ne sais pas. Elle a des heures de roche. Je me suis dit que certaines scènes apparaîtraient et d'autres, enfin, j'ai vu que d'autres scènes ne sont pas sorties. Enfin, j'ai découvert des scènes ou même des moments où elle m'a filmé et j'étais même pas au courant qu'elle filmait, je dirais. Ça, parce que ça a été le gros problème. Il paraît que quand elle me demandait de jouer, je n'étais pas naturel. Et tout son problème, c'était d'avoir un personnage naturel. Donc, il fallait qu'elle filme sans que je le sache, si j'ai bien compris, Pauline, c'est ça? Alors, c'était plutôt une façon de te faire, enfin, de te faire parler, jouer, faire quelque chose où tu étais très raide. Puis au bout d'un moment, au bout d'une heure d'échauffement, tu commençais à être un peu moins. Enfin, une fois que tu avais essayé de tout contrôler, le lâcher prise arrivait un peu. Mais ça demandait beaucoup d'épuisement, enfin, que moi je t'épuise avec la caméra et moi-même d'ailleurs à filmer, pour qu'il y ait un moment où tu sois un peu moins en mode je contrôle tout ce que je dis, tout ce que je fais. Voilà. Et bon, j'ai pas toujours réussi, hein. Il y a des fois où je me suis arraché les cheveux et ça marchait pas du tout. Et il y a des fois où ça a marché. Et puis, voilà. Mais comment, par exemple, tu arrives à cette forme qui ressemble à un making-of du film où vous mettez ensemble en scène les décors, les costumes, il y a toutes les couleurs de pullover, tous les piles de documents qu'on déplace, et ça, vous en parlez à l'écran, donc on le voit faire. Alors, c'est pas une coquetterie, même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup au cinéma. C'est vraiment par nécessité, à cause de ma façon de bricoler, un tournage qui fait que c'est jamais nickel. Donc c'est pour assumer en fait ce côté, un Artisanat. peu artisanal, qui est inévitable parce que je filme les 3/4 du temps seule et qu'il y a toujours ces moments, on est dans des espaces, enfin des espaces du quotidien où il y a jamais la lumière qu'il faut, jamais la place, donc il faut tout le temps bouger des choses. Et par ailleurs, alors les costumes, ça c'est un jeu depuis des années. Comme mon père a cette collection de pulls absolument magnifique. Et en plus, je trouve que ça participe, et pour lui et pour moi et par rapport aux spectateurs, de montrer enfin, qu'on fait un travail de mise en scène. Et que Oui. c'est pas du cinéma direct et que il y a une espèce de plaisir à se déguiser, et plaisir à... Oui, bien sûr, chacun est lui-même, mais on joue son personnage. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien, mais... Oui. Et est-ce que tu peux parler de la manière dont tu laisses entrer ta tante Suzanne dans le champ quand elle est absolument la mouche du coche
à tout moment, Oui, comme elle avec était ses petite. interdits alimentaires et ses rituels. Au départ, alors c'est toujours comme ça en documentaire et c'est ça que j'aime, il y a toujours des choses qui se mettent en travers de votre chemin et après soit on fait avec, soit, on s'arrache les cheveux. Donc au départ, je ronchonnais en me disant: «Mais comment on va faire?» parce qu'effectivement, comme Suzanne était très malade, qu'elle était hospitalisée chez mon père, enfin, dans un espace pas forcément très grand et qu'en fait, elle voulait bien venir voir ce qui se passait, qu'elle était curieuse et tout ça. Au début, j'étais vraiment, à me dire: «Mince» et puis en fait, à un moment, je me suis dit: «Mais non, il va falloir, faire avec» et voilà et je me rappelle au dérochage, au montage, où ma monteuse a dit: «Mais c'est super, toutes les interventions de Suzanne qui en plus passe son temps à commenter ce que vous êtes en train de faire». Voilà et puis en vrai et ça je l'avais dit en Suisse, «Et papa te vexe pas», je pense que c'était vraiment la Sarah Bernard de la famille et qu'elle avait un vrai tempérament pour le coup avec un lâcher prise et un naturel, quels que soient les bon je l'ai aussi filmé déjà Suzanne, donc elle avait l'expérience de la caméra, ça l'intimidait pas du tout. Voilà et puis c'est tout simplement, ça fait un peu cucu mais enfin le fait on essayait de faire ce film avec mon père, il y avait Suzanne qui était là et puis qui en fait finalement participait et ça crée une sorte de enfin c'était quelques semaines de tournage réparties sur 1 an. J'en ai un très bon souvenir. Et puis après, les moments où on avait filmé, j'arrêtais la caméra, on mangeait tous les 3 ensemble, Suzanne nous racontait ses histoires. Enfin, bon, il y avait des moments d'exaspération comme toujours dans toutes les familles, mais je sais pas, on était tous les 3 en train de travailler et c'était super, passer les moments d'exaspération, Mais voilà. elle adore être dans le champ. Oui, 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 oui. Oui, oui, Elle y prend beaucoup de plaisir. oui et je regrette qu'elle ait pas pu voir le film et voilà, qu'elle soit morte avant, mais Oui, c'était une des questions que je voulais te poser, justement. En fait, il y a une des scènes, la scène de répétition, du texte de Joël Pomera et ça, c'était 1 mois et demi avant sa mort et là, enfin ça où elle s'est affaiblie, très rapidement et voilà et on était en plein montage du film, heu et quand elle est morte et j'avoue, ça me fait toujours enfin, ma monteuse aussi me disait: «Mais j'arrive pas à croire que Suzanne soit plus là parce qu'il y a tellement d'heures de rush où elle est tellement drôle et tellement vivante». Voilà. Et donc, vous parlez énormément avant, pendant, enfin tout le temps, parce il y a vraiment des dialogues tellement drôles. Ça a toujours été comme ça ou c'est vraiment en particulier dans le film? Tu veux dire dans la vraie vie, si c'est comme ça? Alors dans la vraie vie, enfin papa, tu me diras si je me trompe, il me semble que c'est quand même plus morne ou plus tranquille. Enfin je sais pas si, et là, il y avait quand même une espèce d'excitation à faire le film, Ouais. et C'est-à-dire que je jouais en même temps le rôle de machiniste, oui, d'accessoiriste, de décorateur. Enfin, il faut tout faire. Comme elle n'a personne pour l'aider, donc en plus de faire le protagoniste au milieu, il fallait que je trouve les raccords, enfin tout trouver. Le pull, la couleur n'allait pas, j'allais chercher un autre pull. Enfin, il y a des petites choses qu'il a fallu faire. Donc, c'est sûr que c'était un moment, on était en train de travailler, je dirais. Et puis au quotidien, non, mais j'aime bien quand même l'autodérision. Ça, je reconnais que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Je préfère rire aux dépens de moi-même que de rire aux dépens des autres parce que je me suis toujours dit, il ne faut jamais blesser. Donc c'est vrai que l'autodérision, c'est parfait. Pour ça, c'est impeccable. Mais oui, non, je vais vous dire, j'arrive toujours même à faire sourire mes petits étudiants. Donc je pense que je dois toujours être un peu comme je suis dans le film. Hein. C'est ma façon d'être un petit peu. Et donc, aujourd'hui, vous n'en voulez plus à Pauline de ne pas être avocat ou médecin? J'en sais rien. Je me demande est-ce qu'elle va manger jusqu'à la fin de ses jours. Hein. C'est tout le problème. Pour moi, c'est pas un métier comme toujours. Hein. Il y a des métiers où on est sûr. J'étais en train de me dire avec le Covid, maintenant, il y a des métiers où c'est encore plus embêtant. De regarder les théâtres sont encore enfermés. Dans 6 mois, les pauvres, ils ne vont jamais s'en sortir. C'est terrible. C'est vrai que je suis de la génération, si vous voulez, où on disait qu'il faut avoir un bon métier. Et enfin, je pense qu'on le dit toujours aux enfants. Hein, c'est quelque chose, pour moi, c'est très terre à terre. J'entendais
comment dire, un midi, là, un historien qui racontait que à cette époque-là, il fallait, on cherchait à être sûr de pouvoir manger, etc. Ce que je raconte à certains moments, c'est tout à fait vrai. Enfin, ça, c'est pas dans ce film-là que je l'ai dit. Je crois que c'était dans Jean Polanski. Mon père. Voilà, c'est ça. Non, moi, je pense que effectivement, c'est quand même un métier. Pour moi, le métier de comédien, c'est un métier difficile. Où les gens quand même ne vivent pas toujours facilement de ce métier-là et j'ai vu beaucoup quand je regardais autour de moi au cours Florent, il y a beaucoup quand même qui avaient un deuxième métier pour pouvoir faire bouillir la marmite au quotidien. Donc j'allais dire pour moi, actuellement, suivre des cours de théâtre en tant que retraité, donc j'ai ma petite pension qui me permet d'avoir la soupe, ça ne me gêne pas si je dirais la pièce de théâtre marche ou ne marche pas. Mais pour quelqu'un qui est jeune, qui est au début, c'est quand même un métier qui est quand même aléatoire. Voilà, donc, alors Pauline, si elle en a fait son métier, ben c'est très bien, mais c'est pour ça que je voulais à tout prix qu'elle fasse un bon métier quand même. Hein. Elle a fait quand même l'école des chartes, ça j'étais ravi de ça quand même. L'école des chartes me paraissait un diplôme qui permet de manger à sa faim au quotidien. Mais elle est restée un peu archiviste, non? Oui, un petit peu, si on veut, oui, un petit peu. Mais oui, c'est. Dans les courts-métrages, il est beaucoup question d'inventorier les objets, les situations, C'est vrai, tout à fait. les lois qui régissent la vie quotidienne et la vie en famille. Tout à fait. Mais Pauline s'indigne de beaucoup de choses. Alors que moi, je suis face à la fatalité, ça ne me gêne pas. Par exemple, quand elle croise quelqu'un dans la rue qui ne porte pas son masque, elle est horripilée. Alors, Non, comme je vous dis, pas dans la rue, dans le métro, papa. Dans le métro. dans le métro, bon, mais je ne prends plus le métro, moi, ici, donc je ne sais pas. Mais voilà, donc alors que moi, je me dis, ben, on change de place et puis c'est pas grave. Hein. Je suis moins indigné qu'elle que par le quotidien. Elle est beaucoup plus réactive, je dirais, au quotidien. Mais vous ne pensez pas que filmer, ça consiste aussi à conjurer un certain nombre de choses et que c'est nécessaire? Ben, c'est sûr. C'est aussi nécessaire. Enfin bon, de toute façon, la comédie, on parle aussi du rire médecin. C'est On, vrai. on en a terriblement besoin. Je suis d'accord avec vous, il faut rire. Ça, c'est très important de sourire et de rire. Ça permet au moins d'être bien au quotidien. Non, non, il faut quelques minutes tous les jours, ça c'est vrai. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Mais Alors, si elle était devenue archiviste ou avocate, je ne sais pas si elle aurait rigolé autant. elle n'aurait pas rigolé du tout. Non, 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 mais elle aurait pu aller au théâtre à ce moment-là pour rigoler. Elle aurait regardé les autres. Alors que là, c'est elle qui essaye de faire rigoler les autres. Vous allez me dire, c'est drôle, je suis en train de lire le livre de Woody Allen, vous savez, où il raconte sa vie. Où il dit, par exemple, que certains films qu'il a faits et qui ont été appréciés du public ne sont pas les meilleurs films qu'il ait pu faire, et que certains films qu'il a fait, comme Stardust Memory, je crois, il dit, qu'il considérait comme un bon film, le public n'a pas aimé. Donc c'est intéressant de voir que le public n'adhère pas toujours aux meilleures choses que l'on crée. Oui, ou qui sont importantes pour vous. Bien sûr. Il y a quelque chose qui me frappe dans tous tes films, Pauline, c'est qu'il y a un énorme hors-champ qui fait partie d'ailleurs de l'élégance de ces films, tous d'ailleurs, qui appartient vraiment aux générations qui n'ont pas voulu raconter, les générations de survivants ou leurs enfants. Et dans la manière que tu as de montrer les collections d'objets, les inventaires de confitures ou de tumouches, il y a cette dimension du hors-champ qui est une sorte de mise à distance de la tragédie, et pas seulement par le rire ou par la dérision, mais je ne sais pas, est-ce que tu peux parler de cet aspect du travail? Oui. Comment ça se met en place dans ton écrit? Alors, si tu veux, évidemment, c'est là tout le temps parce que
parce que c'est mon histoire, c'est celle de mon père, c'est celle de ma famille, enfin, qui est très générationnelle, comme tu sais bien, de toutes ces familles d'Europe de l'Est. Et comment dire? Donc c'est là pendant l'écriture du film, quand je parlais d'un grand psychodrame, c'est ce que je pensais, hein, que, par rapport à la conversation dans la cuisine, sur les conversations des survivants, c'est quelque chose que je savais, dont mon père m'avait déjà parlé. Et je me disais, mais avec ce genre de choses, comment est-ce qu'on peut, enfin, est-ce qu'il ne va pas se passer une catastrophe du genre un syndrome post-traumatique en pleine scène de théâtre, enfin. Et il y a aussi tout ce que, bon, moi je suis la troisième génération, mais enfin, comme pour tout le monde d'ailleurs, je vois avec mes amis qui ont le même âge, enfin, c'est des choses qui se transmettent et qui sont assez comme une sorte de nuage, tu vois, de nuage gris qui est là tout le temps. Et donc, ben, j'allais te dire, c'est là naturellement parce que, enfin, pour moi, enfin, tout transpire ça en fait, que ce soit Suzanne avec ses angoisses de mort et sur la religion, qui est sa façon de calmer l'angoisse, que ce soit mon père avec son rapport au travail, et c'est une autre façon de conjurer ces angoisses-là, et moi avec cette façon obsessionnelle, on pourrait dire effectivement d'immortaliser les gens et de vouloir garder des traces, et comme Pérec, d'essayer d'inventorier toutes ces collections de calendriers, de bric-à-brac. Donc en fait, c'est là tout le temps, et c'est perceptible pour ceux qui savent, et peut-être moins pour ceux qui savent pas. Je sais pas comment dire, c'est une sorte de paysage mental intérieur qui transpire, parce que c'est le mien tout simplement. Hem, Comme je sais pas, le paysage mental de quelqu'un d'autre qui aurait une autre expérience serait aussi, enfin, hem, je sais pas, c'est drôle parce qu'une de mes meilleures amies est d'une famille de pieds noirs, du Maroc, je crois. Et elle, en fait, quand elle voit mes films, elle me dit: «J'arrive pas, c'est insoutenable», parce que ça lui, enfin, il y a quelque chose de l'expérience du déracinement de ses parents et de comment ils ont conjuré, même si c'est pas la même histoire, et qui lui est très familier. Mais pourquoi, je saurais pas te dire. Et après, c'est pas quelque chose dont je me vois parler, enfin, comment dire? Il faut faire, on vit avec, c'est aussi, hem, on vit avec, et voilà, enfin, c'est une sorte de bagage, il faut bien, enfin, s'en dépêtrer, et voilà. Après, je suis pas très optimiste au sens où, tu sais, c'est un grand classique du documentaire, la quête des origines, par exemple, retourner en Pologne, retrouver le village de ses grands-parents et tout ça. Et j'avoue, en fait, peut-être qu'en fait, le traumatisme est encore trop grand, mais j'ai été une fois dans ma vie en Pologne pour un festival à Cracovie, et j'ai fait une crise d'angoisse dans l'avion. Enfin, j'étais en pleine répétition des névroses générationnelles ou transgénérationnelles, je sais pas comment il faut dire. Donc en fait, je n'ai aucune envie de remettre les pieds à l'Est. Voilà, ce qui prouve que peut-être vraiment je suis pas du tout guérie de tout ça, si tant est qu'on en guérisse un jour. Voilà, donc j'essaye de faire en sorte que ce soit pas, je sais pas, enfin oui, comme tu dis, par élégance envers le spectateur, de pas en rajouter dans des choses qui en fait au quotidien sont assez, enfin au quotidien, qui ont été, je m'excuse si je m'embrouille, mais enfin, c'était très lourd quand j'étais enfant, en fait. Ouais. Et maintenant que je suis adulte, ça va, je commence enfin à avoir l'impression d'arriver à, mais quand on est enfant et qu'on a moins de bouteilles pour, voilà, enfin, je sais pas, mettre à distance tout ça, c'est compliqué. Mais il y Voilà. a quand même il y a une violence contenue dans même dans les dialogues, avec tout l'amour qu'il y a entre vous qui crève l'écran. Il y a cette sorte d'inversion des rôles par moment, où c'est la fille qui est sage et le père farfelu, ou pas à la place qu'on voudrait lui désigner, Mmh. ou tu vois, ces déplacements des rôles au sein de la famille, qui est la famille occidentale, voilà. Et dans les dialogues, il y a une forme de violence contenue, je trouve, euh, qui est mise, qui est écartée par justement la, la comédie. Il reste une violence. Par exemple, le fait d'être dans la norme ou pas, de suivre la loi ou pas, de se donner des interdits
qu'on n'est pas obligé de s'imposer à soi-même, comme les interdits alimentaires ou les interdits qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on est capable de faire. Par exemple, aller prendre des cours de théâtre quand on est un grand professeur de médecine. Est-ce que c'est une espèce de décalage et de déplacement dans les rôles et les fonctions à l'intérieur d'une société, à l'intérieur d'une famille. Il me semble qu'il est question de violence. Il est question d'une qui est perceptible, par exemple, dans la façon de décrire les objets et les personnes comme des phénomènes sans affect. Et ce manque d'affect crée un décalage qui génère une hilarité totale, mais parce qu'elle touche la violence qu'il y a au sein de la famille, au sein de la société, au sein des règles. Mais quand tu dis violence, c'est violence envers quelqu'un en particulier ou juste des rapports? La violence des rapports, oui, la violence des rapports. Mais je crois que des c'est... rapports aux objets, des rapports entre les gens. Écoute, ça me fait penser à cette phrase de Pérec, je crois que c'est dans Espèce d'espace, où il dit que vivre, c'est essayer de passer d'une pièce à l'autre en se cognant le moins possible. Et franchement, moi, c'est vraiment ma problématique, pas seulement parce que je suis myope, mais j'ai l'impression de me cogner tout le temps aux choses, aux objets, aux personnes, même les plus proches, peut-être surtout les plus proches d'ailleurs, et que c'est presque ontologique à la vie humaine, et que pour le coup, je trouve que la chance que je trouve personnelle que j'ai eue de grandir dans cette famille et d'avoir ce père-là, c'est que les choses puissent quand même s'exprimer, ou qu'on puisse faire les choses, ou comme tu dis, transgresser, ce qui va agacer ou énerver l'interlocuteur, mais sans représailles, je ne sais pas comment dire, ou c'est possible en fait. Ouais. C'est possible de transgresser, ce qui ne va pas être forcément apprécié de ceux qui vous entourent, mais en tout cas, on peut, je ne sais pas, briser le surmoi social ou parental ou familial. Il y a une politesse, il y a une politesse même dans même dans une forme d'agression, c'est-à-dire quand tu dis papa, tu pourrais ranger, comment veux-tu que je tourne, voilà. Et il s'en défend. Oui. Oui, je vais vous dire, il y a même un petit livre qui s'appelle Un peu de désordre, beaucoup de profit. C'est un livre d'économie. Un peu de désordre, beaucoup de profit. Et même, j'ai une phrase d'Einstein que je pourrais vous dire, j'avais lu ça quelque part. Si un bureau en désordre dénote un esprit brouillon, que dire alors d'un bureau vide? Voilà, donc mon bureau sera toujours en désordre. Il ne sera jamais vide parce que ma tête est pleine. Vous voyez, moi c'est drôle avec ce que vous disiez tout à l'heure, j'appartiens à la génération des cendres. Et c'est vrai que les gens, à l'époque, ne parlaient pas aux enfants, ne nous racontaient pas. Et tout ce que j'ai pu entendre, c'était enfant, j'écoutais ce que je n'aurais pas dû écouter. Vous voyez, tout ce que je peux savoir par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Mais il y a une forme d'aversion dans le fait que c'est la fille qui dit au père de ranger, c'est pas le père qui dit range ta chambre à sa fille. Non, mais vous avez raison, tout à fait. Non, mais Pauline était plus intéressée par tout un tas de choses que moi j'ai pu l'être à l'époque. À l'époque, la seule chose qui me motivait, et c'est vrai que peut-être que je transmets ce qu'on m'a dit, ma grand-mère m'a dit, fais docteur, c'est un bon job. Et donc, j'ai dit à Pauline, fais docteur ou avocat, et voilà, c'est ce qu'on m'avait dit à moi. Hein. Elle te disait Arbeit, Arbeit, tu m'as dit. Oui, travail. Mais Martine, c'est vrai que sur l'inversion des rôles, mais je crois que c'est très classique, tu crois pas, pour tous les enfants quand leurs parents vieillissent et qu'on se fait du souci pour eux. Peut-être, peut-être. Et sur le rangement, pour finir avec cette histoire de violence, en fait, je pense que tu vois, il y a quand même, je crois en y réfléchissant maintenant, qu'il y a quand même une grande liberté dans le fait que moi, j'ai aucun problème à pouvoir dire à mon père, papa, tu pourrais ranger ton bazar. Ouais. Parce que je pense qu'il y a plein d'enfants, adultes, qui pourraient pas qui pourraient pas s'autoriser ou qui n'auraient pas cette liberté de pouvoir dire non, ça va pas du tout. Et après, par contre, tu vois, j'ai pas du tout l'idée que je vais changer, que mon père va papa, tu vas pas devenir un ange du foyer, ça c'est clair, ni un roi de la vie domestique.
Je suis peu à la maison, donc j'essaie de sortir le plus possible, hein. Donc ma valise est toujours prête, comme je disais toujours. Je suis prêt à partir. S'il n'y avait pas confinement, je serais peut-être en voyage là. Au Canada? Au Canada, entre autres, exactement. Au bord d'un lac qui est super sympa. Non, non, on a un petit chalet au bord d'un lac là, et c'est maintenant, je vais y retourner. Je rêve de ça. J'attends la fin du confinement. Voilà. Je vais aller aussi au Luxembourg. Non, non, je veux bouger un petit peu là, hein. Je rêve de rebouger. Alors, c'est vrai que j'ai moins besoin des pays lointains, parce que c'est vrai que les retraités s'imaginent que ça va être bien. En réalité, quand on est retraité, on commence à avoir des handicaps physiques, ça c'est vrai, et donc c'est plus long. Mais par exemple, voyager, faire des grands voyages, par exemple, Tahiti, c'est plus mon rêve. J'y suis allé plusieurs fois, donc je l'ai vu, c'est très bien. Je conseille aux gens d'y aller, mais je rêve plus d'y aller parce que c'est quand même beaucoup, c'est loin, c'est 23 heures d'avion, hein. Ça fait loin. 10 heures, ça va, mais 23 heures, ça fait beaucoup. Voilà. Il est quand même très raisonnable, à vous. Moi? Ah Oui. non, oui, après, je sais. Je pense qu'on a des petites questions ou des éloges. Oui, oui. Bah, je vais donner la parole à Emeline Brio, par exemple, qui a levé la main depuis longtemps. Bonjour Emeline. Vous pouvez allumer votre micro. Bonjour. Bonjour Emeline. Bonjour. Alors en fait, j'ai regardé le film, etc. Et j'étais très intéressée parce que en fait, dans le but du festival, étant étudiante en sciences sociales à l'université d'Amiens, je ne sais pas si vous connaissez, nous devons visionner des films ethnographiques et dont le vôtre faisait partie de ma sélection. Donc de ce fait-là, j'aurais juste voulu poser une question à Pauline. Si c'était possible de remettre en lumière les intentions qui étaient mises en avant dans votre film avec votre papa, est-ce que c'était plus une intention de mettre en avant votre relation qui, de l'extérieur, paraît fusionnelle quand même, ou bien si c'était juste pour vraiment mettre en avant les principes du film, etc. Alors, je vais essayer de répondre. Déjà, je suis désolée, Emeline, parce qu'en fait, c'est pas du tout un film ethnographique. Enfin, le but n'est pas de faire un film ethnographique, même si on pourrait dire que oui, il y a l'ethnographie des, des vieux juifs ashkénazes traumatisés de la vie, en un sens, qui est une espèce en voie de disparition. Mais en vrai, l'idée, c'était de faire un film tout court, avec une histoire et je pense bêtement à la définition, je crois, de la tragédie par Aristote, qui dit que, en gros, une histoire, c'est un personnage qui veut quelque chose, et il y a des obstacles sur son chemin, et il va y arriver ou pas. Et là, en l'occurrence, le personnage, bon, c'est mon père qui prend sa retraite, qui décide de se lancer dans des études de théâtre, alors qu'il n'est pas du tout à la base, enfin, c'est pas son élément. Et l'enjeu dramaturgique pour le spectateur, et pour qui fait avancer l'histoire, c'est est-ce qu'il va y arriver ou pas. Donc c'était, pour moi, c'est ça enfin, c'est une situation qui est vraiment propice à dramaturgie d'un point de vue de scénario, et voilà. Et la relation avec mon père, c'est un des éléments du film qui est pas au centre au départ, mais qui est important pour moi. C'est une question d'élégance par rapport au fait que quand on filme quelqu'un qui n'est pas un acteur, quand on fait du documentaire, et pour moi c'est ça la grande différence avec la fiction, c'est qu'on filme pas des acteurs, on filme des vraies personnes, enfin, qui sont elles-mêmes. Il y a vraiment, enfin, la question de la relation, bon, c'est la tarte à la crème, mais la relation filmeur-filmé est hyper importante. Et donc, bah, la relation de travail que j'ai avec mon père transparaît, notre complicité, nos accrochages, et ça fait partie de la fabrication de cet objet. Et je trouve que ça permet, mais peut-être que je me trompe, aux spectateurs de pouvoir recevoir tout ça d'une façon différente que si c'était, je sais pas, une caméra impersonnelle qui filmerait comme on filmerait un aquarium avec des poissons qui bougent. Voilà, je sais pas si je réponds, si c'est clair, mais Oui, c'est très clair. Je vous remercie beaucoup de votre réponse. merci. Bah, merci à vous de votre question. qui me permet de... Barberine, il faut mettre ton micro. Ah, Barbe. Donc, je donne la parole à Antoine qui a levé la main. Voilà. Voilà, Antoine. Bonjour Antoine, vous pouvez... Vous m'entendez? Très bien. Ah, très bien. Je voudrais m'adresser tout d'abord à
à Jacques pour lui Merci. dire que à l'université de Bordeaux, de médecine, il y a des amphithéâtres et que dans amphithéâtre, il y a théâtre. Théâtre, improvisation. Voilà, ça c'est la première chose. Il y a une deuxième chose. Donc là, je m'adresse à Pauline. Il y a un moment que j'ai adoré, c'est la réplique de Suzanne à Jacques dans le texte qu'il étudiait. Et enfin, dernier point, c'est la relation donc père-fille qui retient tout à fait mon attention. Et je vous vois très bien jouer dans la pièce Mon père, où il y avait Robert Hirsch. Je vous vois tous les deux ensemble dans cette pièce. C'est tout ce que j'avais à dire. Et Antoine, c'est quoi la scène avec Suzanne dont vous parlez? Je peux vous demander, enfin la réplique. Eh bien, on voit Suzanne et Jacques qui ont chacun qui jouent chacun le rôle. Ils ont le texte. Et on voit que Suzanne donne la réplique à Jacques. Oui, ah, d'accord, oui, oui, oui. Je trouve ça magnifique parce que les tensions sont très dures. Et puis d'un seul coup, ben, tout s'élimine grâce au théâtre. Le théâtre est une chose merveilleuse. Voilà c'est tout ce que je voudrais vous préciser. Ben, cette scène-là, je vous dirais, pour moi, il y a ça. Ce qui transparaît, c'est bête à dire, mais c'est l'amour entre frères et sœurs. Et le fait que, et je parle en connaissance de cause, j'ai 2 frères et une sœur, et on n'arrête pas de se disputer d'ailleurs, depuis toujours. Et le fait que, même si Suzanne n'était pas toujours d'accord avec les projets de mon père, et que mon père parfois était exaspéré par toutes les remarques de Suzanne, il y a eu ce moment où j'avais besoin d'une scène de répétition, et lui avait besoin de retravailler son texte, et où Suzanne, qui était très fatiguée et très affaiblie, ben, aide son frère, parce qu'il faut l'aider, et qu'elle veut qu'il réussisse. Et ça me touche beaucoup ce que vous dites. Voilà. Et merci pour la suggestion pour monter sur scène, mais je vous avoue, c'est pas trop mon truc. Je pense qu'il faudrait que mon père trouve quelqu'un d'autre pour jouer, même si c'est une pièce avec Robert Hirsch. Papa, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que Jacques a vu la pièce la pièce où il y a Robert Hirsch dans la pièce de théâtre, Mon père? J'aimerais bien avoir son avis s'il a vu la pièce. Non, moi, je n'ai pas vu la pièce, mais j'ai noté le nom de la pièce. Je vais la lire. Je vais essayer Il faut absolument la voir. Je vais déjà la lire d'abord. Et à ce moment-là, Pauline va jouer avec vous de manière sûre et certaine. Parce que c'est la suite du film, de votre film. Merci pour la suggestion. Oui. Je vais commencer par la lire. Je vais aller à la librairie Mola l'acheter. J'y tiens. Merci. C'est tout. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent lever la main? Non. Martine, est-ce que tu veux poursuivre ou... Il y a un texte à lire de... Ah, pardon. Effectivement, j'ai reçu une question sur l'autre chat, c'est pour ça. Je l'avais oublié. Donc, enfin, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire, en fait, d'Adrienne. Alors, je vous le lis. Il ne range rien. Le paysage de son logis est une accumulation de choses. Il proteste que l'ordre est dans sa tête. Le cadre est celui du départ à la retraite. Retraite et mort. Combien de temps? Ce film est un modèle d'humour et d'amour et réussit l'intersection des 3 caractères, de 3 vies. Le père, grand médecin mais résolument décalé, entre sa reconversion au théâtre et la pratique du golf. La sœur Suzanne, très cachère, mais n'appartenant à aucun temps, à aucun lieu, quoiqu'elle argumente et revendique à l'infini. Et la cinéaste, fille et artisan d'une œuvre improbable, ciselée dans une analyse des caractères dont la caméra extrait l'essence. Car les descriptions sont à la fois implacables et formulées dans une absolue tendresse. Donc, c'était Adrienne qui a envoyé ce beau commentaire. Très joli commentaire, oui, je suis d'accord. C'est un beau commentaire. Oui, c'est vrai. Merci vraiment, Adrienne. Et je suis très touchée. Pour Suzanne, d'ailleurs, c'est drôle, j'allais vous dire, ce qu'elle écrit, c'est tellement vrai. Et en fait, moi, l'impression que j'avais tout le temps face à Suzanne, pour ce film-là, mais même dans la vie de tous les jours et dans les autres films où je l'ai filmé,
c'est qu'effectivement, enfin, elle me semblait sortir d'un roman de Isaac Bashevis Singer. Enfin, elle avait vraiment ce côté, avec la même folie d'ailleurs de ses personnages, enfin de cet auteur. Et effectivement, c'est vraiment très étrange parce que c'est le sentiment que j'ai toujours eu avec Suzanne et qui était prise d'ailleurs, pour le coup, là, hors du cinéma, je pense, pareil, dans quelque chose de transgénérationnel, de cette histoire de ce passé. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très juste là-dedans. Et sur le commentaire et l'absence d'affect, d'ailleurs, Martine, tu en parlais tout à l'heure, et c'est vrai, et c'est volontaire, évidemment. Alors, je ne saurais pas te dire, enfin, je sais pas, ça me semble nécessaire, en fait. Et c'est aussi, d'ailleurs, aussi une façon d'être dans la vie que j'ai, mais en tout cas, de ne pas en rajouter. Et par ailleurs, c'est aussi tout simplement que je me mets pas du tout au-dessus de mes personnages et je suis exactement comme eux. Enfin, si on faisait un film sur moi, ce que je refuserais toujours d'ailleurs, enfin, on pourrait faire le même film avec moi à la place de Suzanne ou de mon père. Enfin, et je pense que d'ailleurs sur tout le monde, qu'on est tous, enfin tous, je sais pas, mais que une des choses très partagées de l'être humain, c'est les obsessions, et enfin, ce qui nous tient, ce qui nous travaille, et que c'est quelque chose qui est très partagé. Enfin, je crois, ou alors je me fais des illusions, mais je sais pas. En tout cas, moi, que ce soit comme cinéaste ou comme fille ou comme être humain, je ne suis pas meilleure que mes personnages, je ne suis pas au-dessus. Par contre, évidemment, c'est moi qui ai le pouvoir avec la caméra. Et donc, ça donne une vraie responsabilité éthique, je crois, par rapport à ce que je fais. Et, et donc, ça, je ne sais pas, c'est une espèce d'engagement et de franchise qu'il faut que j'ai à la fois et envers le spectateur et envers mes personnages. Et voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, parce que même pour moi, mais en tout cas, c'est quelque chose que pour l'instant, qu'il n'est plus facile de travailler avec mon père qui assume le personnage qu'il est, qui a déjà... Enfin, je ne pourrais pas faire ce film-là avec de parfaits inconnus, pas parce qu'il serait inconnu, mais parce qu'il faut... Il ne faut pas avoir de surmoi social pour accepter de se lancer dans une aventure pareille, je crois. Ou, voilà. Peut-être que je dis n'importe quoi, Martine, tu me corriges si j'ai... Non, mais je pense qu'il y a aussi certainement au montage des choix que tu fais qui reflètent cette posture qui est la tienne. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et par exemple, il y a eu la scène justement de dispute avec Suzanne. Enfin, papa, quand tu t'engueules avec Suzanne et que moi je suis exaspérée parce que Suzanne n'arrête pas de faire tous les bruits possibles. Alors en vrai, c'était une scène où on devait tourner, avant d'aller au golf, une histoire avec un compteur de pas. Les fameux compteurs qui vous disent si vous avez fait 10 000 pas par jour qu'on met dans la poche. Donc, comme dans tous mes films, d'ailleurs, il y a toujours une part où j'essaye de faire comme en fiction, mais à chaque fois, ça tombe à plat, mais il se passe autre chose. Et donc, il fallait ranger un peu les tiroirs pour cacher le compteur de pas et pouvoir faire genre que mon père allait chercher son compteur de pas, et puis après, le plan suivant, dans le planning de tournage, on allait le voir marcher dans la rue, et puis à un moment, enfin bref, il y aurait eu un gros plan sur le compteur de pas, enfin tout ça. Et évidemment, rien ne s'est passé comme prévu parce que on entend tout, que Suzanne en fait prenait un grand plaisir à être la mouche du coche et tout ça. Et donc au moment du montage, quand on l'a vu, j'ai dit mais elle est géniale cette scène, c'est tellement toutes les relations. Et en fait, au départ, on l'avait mise au tout début du film, c'était la première scène du film. Alors évidemment, ça scotchait le spectateur, mais c'était hyper malaisant parce qu'on se disait mais c'est qui cet homme qui est en train là, de parler en criant sur cette dame assez frêle qui n'a pas l'air très en forme et tout ça. Et voilà, et donc il a fallu changer on savait qu'on allait la garder, mais il a fallu trouver la place qui faisait qu'on comprenait tout ce qu'il y avait derrière, et parce il y avait eu tous les développements des personnages avant. Et puis il y a des choses où, par exemple, tout bêtement, des scènes où Suzanne était très très fatiguée, très affaiblie, et ça n'avait pas lieu d'être dans le film. Et puis d'autres qui tombent à plat, puis c'est toujours des choix de montage, voilà. Il y avait une scène, je me rappelle, qu'on avait montée et on a enlevé, où j'asticotais mon père. Papa, tu te rappelles pas, mais c'était au cours Florent avec Dario.
Et je m'énervais parce que tu répondais toujours à côté. Et donc, j'étais là en train de dire, mais parce que c'était après la scène une scène d'amour, je crois, ou une sorte de scène romantique. Tu l'avais joué un peu de façon très froide, et donc j'essayais de te faire dire, enfin de te dire, mais papa, mais sois un être humain comme tout le monde, parle pas de l'amour comme si ça ne te concernait pas. Et donc je m'énervais, on s'entend, mais en plus je m'énervais, il y avait le cadreur et l'ingénieur du son, hein, et puis tous les gens du cours Florent autour. Et au départ, on avait monté cette scène, et à un moment, Guinola, où c'était ma productrice qui m'a dit, non mais là, Pauline, tu es en train de torturer ton père, qui ne t'a rien fait. Et elle avait raison, enfin, le torturer, il allait très bien, mais disons qu'en gros, dans le montage du film, enfin voilà, ça n'allait pas. Et effectivement, j'étais en train de m'arracher les cheveux toute seule, et peut-être que. Enfin voilà, donc c'est ce genre de. Enfin voilà, c'est ces choix qu'il a fallu faire, en plus de la logique du film, de la construction, de tout ça, des personnages. Voilà. De toute façon, moi, je ne me laisse pas faire. Hein. De toute façon, c'est ce que j'ai envie de faire. Disons, voilà. Mais ça ne me gêne pas. Elle peut toujours dire et parler. Je ne suis pas du tout, comment dire, humilié par tout ça. Hein. Je le vis très bien. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me demandent pourquoi je me suis laissé diriger par ma fille alors que j'ai toujours dirigé le monde et je me suis toujours dirigé moi-même. Et donc, c'est la seule fois où j'ai laissé quelqu'un me diriger un tout petit peu. Voilà. Oui, en fait, t'en as fait qu'à ta tête, hein, pendant le tournage. Non? J'étais étudiant, j'ai cherché à comprendre et à apprendre. Mmh. Voilà. Bon, est-ce qu'on s'achemine vers un au revoir, Martine, ou tu veux… Oui, comme vous voulez. Il y a d'autres questions? Il n'y a pas Intervention ou éloge? il n'y a pas d'autres questions dans le public. J'en vois pas en tout cas. Il y a les Q&R et les participants et les conversants. Bon, mais en tout cas, un grand merci parce que moi, je veux que tu en fasses encore beaucoup des films comme ça qui me réjouissent. J'ai vraiment ri aux larmes d'un bout à l'autre, mais je suis prête pour le suivant. J'allais dire la même chose, donc je vous remercie vraiment beaucoup tous les trois, Martine, Pauline et Jacques. Et merci du film d'abord, et puis merci d'être venus pour la discussion. Et voilà, en fait, quand le film se termine, on est vraiment triste de penser qu'on ne va pas vous revoir, que ça ne va pas continuer. Donc cette discussion, c'était vraiment réjouissant de vous avoir tous les deux avec nous. Merci beaucoup. Et on pourra peut-être voir le film en salle. Voilà. Merci de m'avoir invité. Moi, j'étais ravi de participer à vos débats et j'ai regardé les films, c'est qu'avec des sujets qui sont beaucoup plus sérieux. Hein, les autres thèmes, j'ai regardé certains films. Je me rappelle celui avec Sondog, là. Oui. C'est un très beau film avec Sondog, c'était très, très intéressant. Mais on vous attend pour les prochains débats comme visiteur. J'essaierai de venir, voilà, pourquoi pas. Voilà. Non, mais monter à Paris, c'est pas très loin. Ça, c'est facile. C'est des voyages faciles à faire. Non, mais à bientôt. En ligne, tu peux participer au débat. Tu sais, au débat en ligne, tu parlais. Les deux. Oui, si je peux, mais demain, non, mais j'en ai regardé certains. En ligne, voilà, tout. Non, mais j'ai regardé certains débats. Vous inquiétez pas, j'en ai déjà regardé certains. Voilà. Et je continuerai à en regarder d'autres. Donc, un grand merci. Merci, à bientôt. Au prochain film. À bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt, Pauline. Tu peux retirer tes lunettes de soleil. Super. Allez, au revoir. Et merci pour ce film. C'est un cadeau. Oui. Merci Martine. Ça me fait super plaisir que ce soit toi qui fasses le débat et tout. J'ai essayé de me cacher, mais ça n'a pas marché. Bon, je coupe. Hein. Bonne journée, bon après-midi. Merci.